Depuis toujours, dans les quartiers les plus rudes de New York, il existait une règle non écrite. Le respect ne se demandait pas, il s'imposait. Et pour un garçon comme Henry Hill, grandir en voyant des hommes en costume impeccable, des voitures étincelantes et des regards qui imposaient le silence, c'était comme observer des dieux marchant parmi de simples mortels. Pour lui, être un gangster n'était pas un travail, c'était une façon de vivre. Il disait que, dans son monde, être un gangster valait mieux que d'être président des États-Unis, parce que cela signifiait avoir du pouvoir, de l'influence, et être quelqu'un dans un endroit où presque personne ne l'était. À 13 ans, tandis que d'autres enfants rêvaient de jouer au baseball ou de trouver leur premier emploi, Henry évoluait déjà parmi des hommes qui semblaient au-dessus de la loi. Il pouvait se garer devant une borne incendie sans recevoir d'amende. Les nuits d'été, lorsque les voisins jouaient aux cartes jusqu'à l'aube, personne n'appelait la police. L'omerta, le code du silence, était sacré, et ceux qui appartenaient à ce cercle vivaient selon leurs propres règles. Bien qu'il ne soit encore qu'un enfant, Henry ne faisait déjà plus la queue à la boulangerie du dimanche. Le propriétaire savait avec qui il traînait et le servait avant tout le monde. Les voisins le regardaient autrement. Certains avec peur, d'autres avec envie, mais tous avec respect. À 13 ans, il gagnait plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Un argent qu'il ne comprenait pas vraiment, ni ne réussissait à dépenser. Il n'avait pas de voiture, mais personne n'osait se garer devant chez lui. Les gens s'écartaient sur son passage. Et le plus étonnant, il n'avait même pas terminé l'école. Pour sa mère, il restait simplement un garçon agité. Mais dans la rue, Henry Hill était déjà l'un des leurs. Le garçon des courses, celui qui observait, apprenait vite, et surtout, savait se taire. Dans le New York des années 50, une ville partagée entre l'éclat de Manhattan et les ombres du crime organisé, Henry avait trouvé son destin. Un chemin où le luxe et la violence avançaient ensemble, où le respect s'achetait avec la peur, et où le silence pouvait te sauver la vie. Henry Hill n'était pas un personnage de fiction, c'était un homme réel. Un jeune qui, dès l'âge de 11 ans, avait commencé à se mouvoir dans les marges de la loi et avait fini par devenir l'un des noms les plus connus du crime organisé à New York. Son histoire fut un mélange explosif d'ambition, de pouvoir et de trahison. Une ascension aussi rapide que sa chute. Parce que le même monde qui l'avait transformé en légende finit par lui exiger de trahir tout le monde. New York, année 1940. Le centre économique et culturel des États-Unis. Les quais grondaient jour et nuit, les clubs de jazz débordaient de vie. Et dans l'ombre, les familles mafieuses tissaient un réseau de pouvoir qui atteignait chaque coin de la ville. Le crime organisé était aussi courant que la fumée qui s'échappait des trains à Brooklyn. Au milieu de ce tourbillon de modernité et de chaos, le 11 juin 1943, naquit Henry Hill Jr. Sa mère, Carmela, une immigrée sicilienne au caractère ferme, le prit dans ses bras pour la première fois dans une petite maison du quartier de Brownsville, un voisinage ouvrier où cohabitaient Italiens, Irlandais et Juifs, tous cherchant à progresser socialement. Son père, Henry Hill Sen, était un électricien syndiqué, travailleur et discipliné, mais au tempérament explosif. Pour le couple, Henry était le premier fils après 4 filles, et en lui ils plaçaient leurs espoirs de continuité et d'avenir. Carmela était arrivée en Amérique alors qu'elle n'était qu'une enfant, après la mort de sa mère. Elle avait grandi dans un orphelinat de Brooklyn, écoutant des histoires sur la Sicile, l'honneur et le respect. Dans un monde où la force du caractère était la seule forme d'héritage. Des années plus tard, lors d'une fête de quartier, elle rencontra un jeune Irlandais de 19 ans. Grand, au regard dur et buveur facile. C'était Henry Hill Sr. Ils tombèrent amoureux, se marièrent et, en pleine Grande Dépression, construisirent une famille nombreuse. 8 enfants, une maison modeste et un rêve américain qui semblait hors d'atteinte jusqu'à ce que leur fils aîné commence à regarder au-delà de l'horizon de sa rue. Dès son plus jeune âge, Henry montra un caractère remuant, astucieux et provocateur. Tandis que ses sœurs aidaient à la maison, lui cherchaient une manière d'attirer l'attention de sa mère. Il apprit à cuisiner avec elle, à négocier chaque privilège et, surtout,
à obtenir ce qu'il voulait sans éveiller de soupçons. À 8 ans, il était déjà un petit stratège. Il volait des outils dans l'atelier de son père, buvait en cachette la liqueur de pêche de la cave et réussissait toujours à faire porter la faute à quelqu'un d'autre. C'était un talent naturel pour la manipulation, une aptitude qui, des années plus tard, l'aiderait à survivre dans un monde où le mensonge faisait partie du métier. Son père, un homme droit mais alcoolique, observait avec inquiétude le chemin que prenait son fils. Henry le défiait sans crainte. Les cris et les coups ne l'intimidaient pas. Au contraire, ils semblaient le renforcer. Chaque punition augmentait son sentiment d'indépendance. Le véritable tournant arriva en 1955, lorsque le garçon, âgé d'à peine 11 ans, découvrit l'endroit qui changerait son destin pour toujours. En face de chez lui, à l'angle du quartier, se trouvait une petite station de taxi. Elle était dirigée par un homme de peu de mots et au regard dur. Paul Vario, un chef lié à la famille Lucchese, l'une des plus puissantes de New York. Les voisins savaient exactement qui il était, et ils le traitaient avec un mélange de respect et de crainte. Personne ne discutait avec lui, personne ne lui refusait quoi que ce soit. Paul et ses hommes étaient les véritables maîtres du quartier. Costumes de soie, Cadillacs étincelants et poches toujours pleines. Le plus frappant était qu'ils n'obéissaient à personne. C'étaient des hommes libres, dans un monde où presque tous devaient se soumettre. Pour le jeune Henry, cette station de taxi était une fenêtre ouverte sur un univers inconnu. Un lieu où l'argent, la loyauté et la peur se mélangeaient à parts égales. Il commença bientôt à faire de petits services. Laver des voitures, les garer, porter des messages. Pour un enfant de 11 ans, chaque journée la base était une leçon nouvelle. Il apprenait comment parler, comment marcher et comment imposer le respect sans élever la voix. Paul Vario l'observait avec attention. Il voyait en lui un mélange rare d'audace et d'intelligence. Il le prit sous sa protection, devenant la figure paternelle que Henry n'avait jamais eue. À la différence de son père, Vario représentait quelque chose que le jeune admirait profondément. En peu de temps, l'école perdit tout intérêt. Les livres et les cours ne pouvaient rivaliser avec l'éclat de l'argent facile. Quand le collège envoya une lettre à ses parents pour signaler ses absences, les hommes de Paul réglèrent le problème. Ils parlèrent au facteur, et la lettre n'arriva jamais. Ainsi fonctionnaient les choses dans ce quartier. Les règles ne valaient que pour ceux qui n'avaient aucun pouvoir. À partir de ce moment, Henry cessa de faire semblant. Il savait ce qu'il voulait. À 12 ans, il travaillait déjà dans une pizzeria contrôlée par la mafia, à quelques rues de la station. Là, il découvrit l'autre face du pouvoir, la discipline, le silence et la peur. Il comprit que le respect ne se demandait pas, il se gagnait par l'obéissance. Dans son esprit, la famille Hill cessa d'être son centre. La véritable famille, celle qui lui offrait protection, argent et prestige, s'appelait désormais la Cosa Nostra. Et Henry Hill était prêt à tout pour en faire partie. Les années 50 furent l'époque dorée du crime organisé à New York. Les familles mafieuses contrôlaient ports, syndicats, bars, paris clandestins et même certaines patrouilles de police. C'était une ville où l'argent influençait la justice et où la violence imposait les règles. Henry, encore adolescent, le comprit avec clarté. Il ne voulait vivre sous les ordres de personne. Il ne rêvait ni d'un travail ni de stabilité. Il rêvait du pouvoir de ceux qui conduisaient des Cadillacs, portaient des costumes italiens et marchaient avec l'assurance que le monde leur appartenait. Pour lui, faire partie de cet univers n'était pas un délit. C'était simplement la seule manière de se sentir libre. La fascination de Henry ne se limitait pas à l'argent ou au luxe, mais à ce qu'il représentait: respect, influence et peur. C'était la version la plus sombre du rêve américain. Et chaque jour, le jeune Hill avançait d'un pas vers cet idéal interdit. Une nuit, alors qu'il aidait à superviser une partie de cartes clandestines, Paul Vario lui présenta un homme qui marquerait son destin, James Jimmy Burke, connu dans la rue sous le nom de Jimmy the Gent. Irlandais, élégant, charismatique et doté d'une réputation qui imposait le silence dans n'importe quelle pièce où il entrait. C'était le type d'homme que tout le monde saluait en premier. Un gangster à la présence imposante, qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire respecter. Pour Henry, le rencontrer fut comme être face à une célébrité. Jimmy avait un style unique.
toujours impeccable, toujours souriant et surtout, toujours généreux. Il distribuait des billets de 20 $ comme s'il s'agissait de bonbons, laissait des pourboires démesurés et traitait les gens avec une combinaison précise de charme et de menace. C'était le modèle parfait pour le jeune apprenti. Henry l'admirait et aspirait à lui ressembler. Avoir son respect, son influence et son argent. Mais derrière cette façade aimable se cachait un homme impitoyable. Jimmy Burke n'inspirait pas seulement l'admiration, il inspirait aussi la peur. Sous son apparence de gentleman, se trouvait un prédateur qui calculait chacun de ses gestes. Avec le temps, Paul Vario commença à emmener Henry à plus de réunions et de dîners, où se concluaient des accords qui ne se signaient jamais. Dans ces lieux, un regard pouvait décider du destin d'une affaire ou d'une personne. Pour Henry, c'était un privilège. Il évoluait parmi des hommes capables de changer la destinée de quartiers entiers d'un simple ordre. Et même s'il ne le comprenait pas encore complètement, il avait déjà franchi le seuil. Il était à l'intérieur du système, et en sortir ne serait pas simple. Le prix de l'appartenance, il allait le découvrir peu après. Un jour, Paul lui demanda de l'accompagner rendre visite à une femme avec qui il entretenait une relation. Henry pensa qu'il s'agissait d'une simple course, mais ce qu'il vit changea pour toujours sa manière de comprendre la mafia. La femme, aveuglée par la jalousie, avait commis l'erreur d'appeler l'épouse de Paul pour lui avouer l'infidélité. Dans ce monde-là, ce geste équivalait à une condamnation. Sans dire un mot, Paul réagit avec une violence qui laissa Henry paralysé. Cet épisode lui apprit qu'au sein de la Cosa Nostra, un seul péché était impardonnable: briser le silence. Pour Henry, ce fut une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il comprit que dans la mafia, tout pouvait se négocier, sauf la trahison. Femme, ami ou frère, celui qui parlait trop payait avec son sang. Cette scène resta gravée à jamais dans son esprit. Ce jour-là, il comprit que dans la mafia, la loyauté devait être totale, que le respect s'obtenait par la peur, et que dans ce monde, il n'existait pas d'affection, seulement l'intérêt. Henry avait franchi la ligne. Il n'était plus un enfant observant les mafieux depuis le trottoir. Il faisait partie d'eux, et même s'il ne le savait pas encore, chaque pas vers le pouvoir l'approchait aussi de sa propre perte. Au milieu des années 50, Henry Hill évoluait déjà avec aisance dans l'univers criminel. Son enfance rebelle appartenait au passé. À 14 ans, Paul Vario lui obtint quelque chose qui, dans son quartier, équivalait à un diplôme universitaire. Une carte du syndicat des maçons. Avec elle, il pouvait apparaître comme employé déclaré, toucher un salaire sans travailler et se déplacer librement dans les lieux où la mafia menait ses affaires. C'était une couverture parfaite, un symbole d'appartenance, un laissez-passer qui le rapprochait du cœur de la Cosa Nostra. Son père, Henry Singh, n'accepta jamais cette vie. Il avait rêvé de voir son fils suivre ses traces, entrer dans le syndicat des électriciens et vivre avec la fierté de son métier. Mais le jeune Henry cherchait un autre type de respect, celui qui ne dépendait pas de l'effort mais du pouvoir. Chaque fois qu'il le voyait avec des vêtements neufs ou de l'argent qu'il ne pouvait expliquer, il comprenait que quelque chose n'allait pas. Mais il était trop tard. Son fils était devenu incontrôlable. À 16 ans, arriva sa première arrestation. Il fut arrêté pour avoir utilisé une carte de crédit volée. Quelques heures plus tard, la machine criminelle s'était déjà mise en marche. Avocat, contact, pot de vin, et Henry sortit libre. Non seulement libre, mais célébré. Ce soir-là, il y eut dîner et toast en son honneur. Il avait réussi l'épreuve. Il avait prouvé qu'il savait garder le silence. Dès lors, il cessa d'être un simple garçon du quartier. Il faisait partie d'un système invisible qui contrôlait tout ce qui se passait dans les rues. Il gagnait de l'argent facilement, s'habillait avec élégance, fréquentait les bars les plus exclusifs de Brooklyn. Il avait des femmes, des voitures, du luxe et surtout le respect qu'il avait tant recherché. Aux yeux de Henry, il avait atteint le sommet. Mais pour son père, il était perdu à jamais. En 1960, dans une tentative de redresser sa vie ou peu, être d'échapper au regard déçu de son père, Henry Hill s'engagea dans l'armée. Il n'avait que 10 à 7 ans. Il fut envoyé à Fort Bragg, en Caroline du Nord, où il suivit une formation de parachutiste dans la 82e division aéroportée. Pendant un temps, il sembla s'adapter,
Mais la discipline militaire n'était pas faite pour lui. Très vite, il transforma son séjour en une nouvelle source de revenus. Il organisa des paris clandestins, des prêts à des taux impossibles et la vente de nourriture dérobée aux cuisines de la base. Henry Hill ne pouvait pas se tenir à distance de l'argent facile. C'était sa manière de survivre, une dépendance qui l'accompagnerait toute sa vie. 3 ans plus tard, il fut expulsé de l'armée et retourna à Brooklyn. Et là, comme si rien ne s'était passé, il retrouva sa place auprès de Paul Varrio et de son ancien mentor, Jimmy Burke. Ensemble, ils se spécialisèrent dans une activité aussi rentable que dangereuse: le vol de marchandises dans le tout nouveau aéroport John F. Kennedy. Téléviseurs, bijoux, cigarettes, vêtements de créateurs, tout avait un prix sur le marché noir, et il savait exactement à qui vendre. Henry devint un intermédiaire efficace, astucieux et séduisant. Il avait un talent naturel pour les relations et pour gagner la confiance des gens. Lors d'une de ses visites à Long Island, il rencontra Karen Friedman, une jeune juive de 19 ans, intelligente, élégante et issue d'une famille respectable. Au début, elle ignorait qui était réellement cet homme aux manières assurées et au sourire facile. Mais le magnétisme du danger fit le reste. En seulement 3 mois, ils se marièrent. Henry se convertit au judaïsme et le mariage fut célébré avec tout le luxe que permettait son nouveau statut. Son père refusa d'y assister. Il avait décidé de ne pas être témoin de ce qu'il considérait comme une mascarade. Karen, au contraire, se laissa séduire par cet univers d'apparence. L'argent, les cadeaux, les restaurants exclusifs, les manteaux de fourrure, tout faisait partie du charme. Et même si elle devinait que son mari n'était pas un simple ouvrier syndiqué, elle préféra ne pas poser de questions. Dans cet environnement, les femmes des mafieux apprenaient à vivre entre le luxe, le silence et la résignation. Henry s'enfonça totalement dans sa double vie. Pendant la journée, il négociait, pariait, écoulait des marchandises. La nuit, il disparaissait dans les fêtes, l'alcool et les amantes. Les vendredis étaient pour les amantes, les samedis pour les épouses. Et même si Karen le savait, elle se persuadait que c'était la vie qu'elle avait choisie. Après tout, l'argent continuait d'affluer. Mais cette brillance avait un prix. Henry commença à boire plus que d'habitude. Son caractère devint imprévisible, agressif. La violence qu'il avait tant admirée chez les autres commençait désormais à le dévorer lui-même. Et son obsession pour l'argent le poussa à franchir la seule limite que Paul Varrio lui avait interdite: le trafic de drogue. Au début des années 1970, Henry Hill était déjà un acteur important au sein de la famille Lucchese. Il avait des contacts, de la loyauté et suffisamment d'ambition pour monter les échelons, mais aussi une sensation croissante d'impunité. En octobre 1972, il voyagea à Tampa, en Floride, avec Jimmy Burke pour recouvrer une dette en suspens. La rencontre se termina mal. Le débiteur fut battu et menacé, y compris d'être jeté dans une cage de lions dans un zoo local. Ce que Henry et Jimmy ignoraient, c'est que la sœur de cet homme travaillait pour le FBI. Quelques jours plus tard, ils furent arrêtés et accusés d'enlèvement et de tentative d'homicide. Bien qu'ils aient réussi à éviter les charges les plus graves, le gouvernement fédéral ne les perdit plus de vue. Finalement, ils furent condamnés pour extorsion et envoyés en prison pour une décennie. Pour beaucoup, cette peine aurait marqué la fin de leur carrière criminelle. Pour Henry, ce ne fut qu'une pause. Dans la prison fédérale de Lewisburg, il découvrit que le crime ne s'arrêtait pas derrière les barreaux. La base, l'argent et l'influence avaient la même valeur que dans la rue. Même Paul Varrio purgeait une peine dans le même établissement. Henry commença à faire passer de la drogue à l'intérieur, avec l'aide de sa femme, qui introduisait de petites quantités lors des visites. C'était une initiative téméraire, surtout parce que les chefs de l'organisation, y compris Varrio, interdisaient strictement le trafic de stupéfiants. Mais Henry n'obéissait plus à personne. L'argent était devenu sa seule religion. En 1978, il obtint une libération conditionnelle et retourna à New York. Le temps passé en prison l'avait endurci. Il avait besoin d'argent, et vite. Le trafic de cocaïne et d'héroïne devint son activité principale. Il gagnait plus que jamais, mais consommait aussi plus que jamais. La dépendance commença à le dominer. L'homme autrefois calculateur et discret agissait désormais avec anxiété, paranoïa et maladresse.
jusqu'au jour où un appel changea son destin. Un contact lui parla d'un chargement de plusieurs millions en liquide et en bijoux, entreposés dans les dépôts de Lufthansa, à l'aéroport John F. Kennedy. Henry transmit l'information à son mentor et partenaire de toujours, Jimmy Burke, et Jimmy décida de passer à l'action. Le coup qu'il s'apprêtait à préparer serait retenu comme le braquage le plus audacieux de l'histoire criminelle des États-Unis. Commença alors la préparation de l'un des cambriolages les plus ambitieux jamais organisés dans le pays. Une opération qui promettait la richesse et annonçait en même temps le début de leur chute. New York, 11 décembre 1978. Avant l'aube, un groupe d'hommes armés entra dans le terminal de fret de Lufthansa, à l'aéroport John F. Kennedy. En moins d'une heure, ils exécutèrent une opération d'une propreté remarquable, qui entra dans l'histoire comme le plus grand vol à main armée commis aux États-Unis jusqu'alors. Le butin fut colossal, plusieurs millions de dollars en liquide et une quantité importante de bijoux. Selon divers rapports, environ 5 millions en liquide et près d'1 million en pièces de valeur. Sans tirer un seul coup de feu, les voleurs se dispersèrent avec le butin, laissant les autorités stupéfaites devant la précision du plan. Pour Henry Hill, ce n'était pas un rôle secondaire. C'est lui qui avait fourni l'information clé concernant l'arrivée de ce chargement dans les dépôts de Lufthansa et, selon sa propre version, reçut environ 50 000 dollars en échange. Au-delà de l'argent, cette opération confirma pour lui qu'il pouvait jouer dans la cour des grands. Mais l'euphorie fut de courte durée. L'argent facile fit enfler la vanité de certains participants. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à exhiber des voitures neuves, des manteaux coûteux et des bijoux qui attiraient l'attention. Pour les enquêteurs, ces signes ostentatoires furent des indices précieux qui facilitèrent les investigations. Pour Jimmy Burke, la situation devint intenable. Paranoïaque et brutal dans ses décisions, il conclut que la seule manière de se protéger était d'éliminer ceux qui pouvaient le compromettre. Dans les mois qui suivirent, plusieurs impliqués dans le vol furent retrouvés morts ou simplement disparus. Les affaires restèrent enveloppées de fragments d'enquête, de rumeurs et de soupçons. Burke justifiait ses actions comme des mesures de sécurité. Pour le parquet et de nombreux observateurs, elle faisait partie d'un schéma de violence destiné à effacer des preuves et faire taire des témoins. Pendant des années, Henry avait considéré Jimmy presque comme un grand frère. Mais cette confiance se brisa. Avec le temps, chaque regard de Burke éveillait en Henry l'impression de se trouver face à quelqu'un qui pouvait le trahir ou le tuer sans hésiter. La loyauté qui les avait autrefois unis devint une menace. Henry continuait de travailler avec Jimmy Burke, mais la peur le dévorait. Il ne dormait plus. Il ne faisait confiance à personne. Sa vie était devenue une spirale d'excès. Cocaïne, héroïne, pilules, tout ce qui pouvait apaiser la paranoïa qui le consumait. Il voyait des ennemis à chaque coin de rue. Et il n'avait pas complètement tort. La police le surveillait. Le FBI l'écoutait. Et les hommes de Jimmy commençaient à douter de sa loyauté. En mai 1980, son monde s'effondra enfin. Dans sa maison de Rockville Centre, à Long Island, Henry préparait le dîner tout en parlant au téléphone d'un envoi de drogue destiné à Pittsburgh. Sa complice, une femme qui servait de messagère, insista pour s'arrêter avant de partir. Elle avait oublié son chapeau, un détail minime, mais suffisant pour sceller son destin. Lorsque Henry se gara devant chez lui pour l'attendre, la police l'encercla. Des dizaines d'agents fédéraux, sirènes, lumières, cris. Tout se termina en quelques secondes. Ils le sortirent de la voiture, le menottèrent et l'accusèrent de trafic de drogue. Il avait franchi la ligne interdite. La règle la plus stricte de la mafia, ne pas toucher aux stupéfiants, avait été violée. Paul Vario le lui avait répété maintes fois. Mais Henry n'avait pas écouté. À présent, tout le monde le savait. La mafia l'avait condamné sans procès. Et pire encore, le FBI aussi l'avait pris au piège. Les enquêtes le reliaient autant au trafic de cocaïne qu'au braquage de Lufthansa. Il était une bombe à retardement pour les deux camps. Les mafieux voulaient le faire taire. Et le gouvernement voulait qu'il parle. Depuis sa cellule, Henry comprit qu'il était complètement seul. Ses anciens alliés le voyaient comme une menace. Et Jimmy Burke, l'homme qu'il avait formé et protégé, représentait désormais son plus grand danger. Le mentor était devenu bourreau. Pour la première fois de sa vie,
Henry Hill ressentit une peur véritable. Pas la peur de l'argent ni de la prison, mais celle du silence. Il savait que Jimmy ne pardonnait pas et que, dans ce monde, celui qui parlait disparaissait. Mais le silence, qui pendant des années avait été son bouclier, pouvait maintenant devenir sa tombe. Sans allié, sans confiance, sans issue. Henry Hill prit la décision qui changerait sa vie pour toujours. Rompre la seule règle qu'il avait juré de ne jamais trahir. Mai 1980. Pour la première fois de sa vie, Henry Hill n'avait plus personne pour le soutenir. Ni Paul Vario, son mentor et figure paternelle. Ni Jimmy Burke, son frère de sang dans le crime. Ni même les hommes qui un jour avaient juré de le protéger. Cette fois, il était totalement seul. Arrêté pour trafic de drogue, Henry savait parfaitement ce que cela signifiait. Il avait brisé la règle la plus sacrée de la Cosa Nostra, celle que Paul Vario lui avait répétée d'innombrables fois. Ne touche jamais à la drogue. C'est le commerce qui détruit tout le monde. Mais il l'avait fait, et de la manière la plus imprudente possible. Le FBI le surveillait, l'enregistrait et le suivait. Et pire encore, la mafia aussi. Sa femme, Karen, fut arrêtée comme complice. Lors des interrogatoires, les agents lui montrèrent des photos, des enregistrements téléphoniques, des documents et des itinéraires de transport. Tout allait dans la même direction. L'affaire était perdue. Henry comprit que, si le procès avançait, les preuves révéleraient les noms de Jimmy Burke, Paul Vario et d'autres figures importantes du crime organisé. Cela faisait de lui un risque, et dans ce monde, les risques étaient éliminés avant de parler. Depuis sa cellule, l'insomnie devint son châtiment constant. Il imaginait Jimmy l'observant, attendant le moment d'agir. Il savait que, s'il y avait quelqu'un qui avait des raisons de le faire disparaître, c'était lui. Burke le considérait comme un danger, et dans son code, les dangers se réglaient par le sang. Le 16 mai, Henry paya une caution de $100 000 et retrouva sa liberté. Quelques jours plus tard, il rencontra Jimmy dans un café discret de Long Island. Burke, calme comme toujours, lui assura qu'il voulait l'aider à disparaître un moment, laisser les choses se calmer. Mais Henry ne croyait plus en ses paroles. Chaque phrase sonnait comme un piège. Chaque sourire ressemblait à un adieu. Il savait que s'il le suivait, il ne rentrerait pas chez lui. Pendant ce temps, les procureurs fédéraux agissaient rapidement. Ils obtenaient un nouveau mandat d'arrestation, craignant que Hill tente de fuir ou qu'il soit assassiné avant de pouvoir témoigner. Ils avaient besoin de son témoignage, non comme suspect, mais comme témoin direct. Quelqu'un qui avait vu de l'intérieur comment fonctionnait la machine mafieuse new-yorkaise. À ce moment-là, Henry Hill comprit que sa seule issue n'était pas de courir, mais de parler. Et ainsi, sans aucune échappatoire, Henry Hill prit la décision la plus dangereuse de sa vie, rompre le code du silence. Le 23 mai 1980, il accepta de collaborer avec le FBI et d'entrer dans le programme de protection des témoins. Des années plus tard, il reconnaîtrait dans des interviews qu'il savait que son destin était scellé. S'il ne parlait pas, on le tuerait. S'il parlait, il serait détesté par tous. Son choix n'était pas un acte de courage, mais de survie. En échange de l'immunité pour lui et sa famille, Henry accepta de témoigner contre les hommes qu'il avait formés, protégés et enrichis. Paul Vario fut condamné pour fraude et extorsion. Jimmy Burke, pour meurtre. Et grâce à sa coopération, le gouvernement réussit à emprisonner plus de 30 membres du crime organisé, l'un des coups les plus sévères portés à la famille Lucchese à cette époque. Mais le prix fut immense. À partir de ce moment, Henry Hill cessa d'exister. L'homme qui avait vécu sous les lumières des clubs et les ombres des ruelles fut remplacé par un faux nom, une nouvelle identité et une vie qui ne lui appartenait plus. Le gouvernement le transféra avec sa femme et ses 2 enfants dans le Nebraska, dans une maison modeste d'un quartier anonyme. Il tenta de recommencer. Mais le passé ne s'efface pas si facilement. Il continuait à voyager à New York pour témoigner devant les tribunaux, risquant sa vie à chaque déplacement. Il vivait dans la peur. Peur d'ouvrir la mauvaise porte, peur de reconnaître un visage familier dans la foule. La culpabilité le rongeait aussi. Il avait trahi ceux qu'il avait considérés comme sa véritable famille. Paul, son mentor. Jimmy, son frère. Et bien qu'il ait survécu, il avait perdu la seule chose qui le définissait, son identité. Sa vie sous protection devint un cauchemar. Il recommença à boire,
recommença à consommer de la cocaïne. Et chaque fois qu'il s'enivrait, il finissait par raconter à des inconnus qui il était réellement. Cela mettait en danger sa sécurité et celle de sa famille. Le gouvernement fut contraint de le relocaliser plusieurs fois, d'abord dans le Kentucky, puis à Seattle. Mais rien ne changeait. Peu importe où on le cachait, Henry trouvait toujours le moyen de se mettre dans les ennuis. En 1980, Henry Hill alla même jusqu'à se marier de nouveau sous une fausse identité, bien qu'il soit toujours légalement marié à Karen. Son avocat parvint à faire annuler le mariage. Mais cet épisode révéla quelque chose de plus profond. Henry était incapable de vivre comme un homme ordinaire. Il était dépendant du risque, de l'adrénaline, de la vie au bord du précipice. En 1982, le département de la justice l'expulsa définitivement du programme de protection des témoins. Sa conduite était devenue ingérable, mensonge, scandale, récidive. À partir de là, Henry redevint seul, sans protection, sans pouvoir, sans direction. Son mariage s'effondra peu après. Karen l'abandonna et lui continua de errer à travers différents États. Toujours paranoïaque, toujours armé. Convaincu qu'un jour on le retrouverait, il avait trahi la mafia, mais au fond, il s'était aussi trahi lui-même. Après des années à vivre dans l'ombre, il comprit que sa seule manière de continuer à exister était de raconter son histoire avant que d'autres ne le fassent. En 1985, il contacta le journaliste Nicholas Pileggi, qui fut fasciné par cet homme qui avait défié et dénoncé le cœur de la mafia new-yorkaise. Pileggi transforma ses confidences en un livre qui deviendrait une référence du journalisme criminel, Wise Guy, publié en 1986. Le livre fut un succès immédiat. Pour la première fois, le public pouvait découvrir de l'intérieur le fonctionnement réel d'une organisation mafieuse, sans ornement, sans romantisme, sans rédemption. Rien que les faits, racontés par celui qui les avait vécus. 1 an plus tard, le réalisateur Martin Scorsese acheta les droits pour porter l'histoire au cinéma. Ainsi naquit Goodfellas, Les Affranchis. Sorti en 1990, avec Ray Liotta dans le rôle de Henry Hill. Le film devint un chef-d'œuvre du genre criminel et relança le nom de Henry dans le monde entier. L'homme qui avait passé la moitié de sa vie à se cacher était désormais rappelé à l'écran comme une figure ambiguë, un gangster devenu légende, mais aussi avertissement. Henry reçut environ un $250,000 pour les droits de son histoire, mais il ne profita guère de cette fortune. Le service des impôts saisit la majeure partie de l'argent pour dettes fiscales accumulées et le reste disparut dans les excès, l'alcool et les vieilles habitudes. Sa relation avec Karen s'était rompue définitivement. Et Henry continua à chercher de la compagnie auprès d'autres femmes, comme Kelly, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui s'occupait de ses chevaux dans l'État de Washington. Tous deux partageaient la même fragilité, la dépendance, le vide laissé par une vie marquée par l'addiction, la paranoïa et la perte. Avec le temps, Henry Hill tenta de se reconstruire. Il vécut modestement, donnant des interviews, participant à des émissions de télévision et à des projets liés au crime et à la réhabilitation. Sa renommée le poursuivait. Et lui, comme toujours, savait en tirer profit. Mais derrière les caméras, il restait le même homme tourmenté par son passé. La peur ne l'abandonna jamais, ni le remords. En décembre 1990, sa mère, Carmela, mourut à 78 ans, sans jamais avoir cessé d'aimer le fils qui l'avait déçu. La même année, Jimmy Burke mourut en prison, victime d'un cancer. Les fantômes du passé commençaient à disparaître. Mais Henry n'avait déjà plus personne. Malgré ses excès, il réussit quelque chose que peu de gens de son milieu avaient obtenu: mourir de vieillesse. Le 12 juin 2012, un jour après avoir fêté ses 69 ans, Henry Hill mourut à Los Angeles, dans son sommeil. Après avoir célébré son dernier anniversaire avec des amis, il ne fut pas assassiné. Il ne mourut pas en prison. Il ne tomba pas sous les balles de la mafia. Il mourut comme presque aucun des siens, en paix. Son histoire resta marquée par une contradiction éternelle. L'homme qui trahit tout le monde pour survivre finit par vaincre le seul ennemi qu'aucun d'eux n'avait réussi à battre, le temps. Henry Hill fut beaucoup de choses: fils, époux, mafieux, traître. Mais il fut surtout le reflet le plus cru du rêve américain, lorsque le rêve se transforme en cauchemar
Et au final, sa vie laisse une question ouverte. Vaut-il la peine d'atteindre le pouvoir si le prix à payer est de vivre dans la peur jusqu'au dernier souffle? Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire vraie sur l'un des hommes les plus énigmatiques et contradictoires du crime organisé. Si vous êtes passionné par les récits de mafias, de trahison et de pouvoir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains documentaires. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à raconter ces histoires avec la rigueur et le niveau de détail qu'elles méritent. On se retrouve dans le prochain épisode de Relato Mafioso, où chaque histoire possède deux faces, celle du pouvoir et celle du prix qu'on paye pour lui.